Très chère audience, bien le bonjour. Je suis toujours aussi honorée de faire partie d'une telle assemblée et de me trouver au cœur d'un si bel événement. Elle s'est fait attendre, mais elle est enfin là. L'heure fatidique de la grande finale a sonné. La finale des grands débats El Araki, édition 2021-2022, est à l'ordre du jour. Et je peux vous dire qu'elle vous réserve un ultime combat. À l'issue d'une année fabuleuse de débats enragés et passionnés, nos débatteurs sont plus que jamais prêts à en découdre. Tenez-vous prêts à tous les amateurs de débat et de l'éloquence. Nous vous réservons des joutes sans merci. Plusieurs équipes se sont affrontées, mais à ce jour, il n'en reste plus que 3. 3 positions à défendre, 3 équipes qui s'arracheront la victoire. Parmi elles, la première année Sciences Maths 2, qui selon elle, il faut être brillant académiquement pour réussir dans la vie. Celle-ci s'opposera à la première année Sciences Maths 3, qui dit quant à elle que pour réussir dans la vie, il faut être cultivé et autodidacte. Et finalement, nous avons la première année Sciences Éco 1, qui défend à son tour sa position qui n'est autre que pour réussir dans la vie. Il faut juste croire en la chance. Quelle équipe fera donc flancher les cœurs de nos jurés, qui nous font l'honneur de leur présence aujourd'hui? Parmi eux, Madame El Araki, Madame Simari, Monsieur Ouheddo et Monsieur Nézar. Monsieur Simlani, pardon. Ce débat doit réussir le tour de force, d'être à la fois franc et respectueux. À cet effet, toute personne qui participera à cet échange doit s'engager à suivre ces règles. Les interventions se font respectivement à tour de rôle et doivent durer 1 minute au minimum. 2 interventions successives de la même équipe ne doivent pas avoir lieu. Les interventions doivent être faites de manière correcte, évitant toute vulgarité, sarcasme déplacé ou autre forme de respect. Il faut respecter le temps réparti pour les 3 équipes qui est de 20 minutes. L'audience est tenue de respecter les débatteurs. Pour ce faire, il faut respecter les règles ci-après. Maintenir le silence, le calme et le respect dans la salle. N'applaudir qu'à la fin de chaque intervention de manière courtoise et en évitant les sifflements, les hurlements et toute autre forme d'irrespect. Interdiction de quitter la salle avant la délibération du jury. À la fin du débat et lors des interventions des élèves, merci de poser des questions qui ont une relation avec le sujet et en aucun cas faire une remarque par rapport à la prestation des débatteurs. La décision du jury se doit être respectée de la part des débatteurs, mais aussi de la part de toutes les personnes présentes. Ne pas monter sur scène à la fin du débat, interdiction d'utiliser les téléphones portables. J'appelle Monsieur le directeur à choisir l'équipe qui débutera le débat. Alors, techniquement, on avait l'habitude de flagrante finale que les équipes se présentent d'abord et présentent leurs équipes. Donc, avant de tirer au sort, je vais demander aux représentants des différentes équipes de passer au pupitre et de présenter leurs camarades. Voilà, donc on pourra commencer, selon l'ordre de l'affiche, par les premières années Sciences Maths 2. Donc, un représentant, s'il vous plaît, au pupitre pour présenter vos camarades. Alors, j'appelle mes camarades et compatriotes Safia Bendani, Ayas Naji et Ryan Shaqiq El-Badr. Apparemment, ça n'a pas été prévu, mais techniquement, tu devrais aussi présenter ton équipe, présenter votre expérience, parler un petit peu de votre expérience. Bien sûr, pas de problème. Voilà, très bien. Alors, cette année a été assez spéciale pour nous, parce que dès le début de l'année, avec l'équipe que j'ai su qu'on allait aller loin. Et vraiment, je suis vraiment enchanté d'avoir pu prendre part à cette aventure. Notre équipe est juste un petit havre d'harmonie et de symbiose. On a Safia qui apporte sa douceur, sa clairvoyance, son côté posé et calme. On a Aya qui est toujours là, soit pour rugir et faire sortir sa personnalité qui est à la fois douce et très corsée parfois. On a Ryan qui nous apporte bien sûr son harmonie, son éloquence, son charisme. Et moi qui essaie de faire de mon mieux. Et puis après, la première année Sciences Maths 3. Bonjour, je suis très honorée d'être ici aujourd'hui et j'appelle mon équipe Nour Mouaïn, Siam Targawi, Soumaya Bouayad.
Aujourd'hui est un jour très spécial pour moi car depuis mon début à El Araki, c'est-à-dire le collège, j'étais très passionnée des débats El Araki et c'était mon rêve d'être ici aujourd'hui. Donc j'aimerais remercier Monsieur Nizar pour cette opportunité, remercier mon équipe, tous les membres que j'apprécie chacune individuellement et merci beaucoup. Et puis la première année Eco 3. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse d'être ici devant tous et je vais présenter mon équipe première année Eco 1. Aya Azali, la maman du groupe, Qabil Haq le modeste et le garçon le plus cultivé que j'ai pu rencontrer, excusez-moi, Reda Adib. Et je voudrais vraiment remercier les professeurs qui nous ont aidés tout au long de notre parcours, de notre expérience des débats. Monsieur Zahraoui, merci beaucoup pour votre aide. Merci beaucoup, vraiment. Madame Dadouchi, on vient de se connaître, mais merci beaucoup pour votre soutien. Et Madame Bouhou, merci beaucoup aussi, Madame Tiber aussi, et à tous les profs d'économie, voilà. Et vive famille, éco-famille, je veux dire. Merci. Très bien. Alors, je vous souhaite une bonne chance à toutes et à tous, et on va débuter par l'équipe à 100% féminine, les sciences maths. Chère Assemblée, honorable jury, chers opposants et camarades, c'est avec un immense honneur et ravissement que je me tiens devant vous aujourd'hui dans la grande finale des débats El Araki. Quel sentiment magique que d'être ici devant vous parmi les finalistes de cette compétition. La petite collégienne qui passait ses après-midi à regarder les débats des anciennes promotions aurait les étoiles dans les yeux à cette vue. Pourtant, seulement espérer n'a pas été suffisant pour en arriver là. Chers camarades, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous rappelez-vous des principes fondamentaux qui constituent la philosophie de notre établissement, plus précisément le 5e qui nous engage à prendre des initiatives et repousser nos limites. C'est en m'imprégnant de ce principe même que j'ai pu prendre l'initiative de participer au grand débat El Araki et repousser mes limites afin d'être finaliste. Ce n'est ni la chance, ni l'excellence académique qui m'ont permis d'être ici devant vous aujourd'hui. Bref. Pour réussir dans la vie, il faut... Avant de compléter cette phrase, il est primordial de se demander qu'est-ce que réussir en fait. Nous savons tous que la définition de ce terme est assez subjective et par ailleurs, je trouve ce sujet particulièrement intéressant au vu de cette étape de la vie que nous entamons tous, qui est la vie après le lycée. Donc, je suppose que la réussite pour nous tous actuellement est d'avoir une carrière pleine de succès et dans laquelle nous serons épanouis. Et d'ailleurs, nombreux d'entre vous ont certainement déjà commencé à chercher et même postuler aux universités et vous avez sans doute remarqué l'importance que ces dernières accordent aux activités parascolaires et surtout à votre personnalité, votre culture et vos compétences autres qu'académiques. Et ce choix n'est pas fait au hasard, croyez-moi, car ces universités cherchent les étudiants les plus susceptibles à réussir. Et de nos jours, ce sont les personnes autodidactes et cultivées qui réalisent les plus grandes choses. Cela est indéniable et même trivial, car Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs, Karl Marx, Vincent Van Gogh, Mark Zuckerberg et une pléthore d'autres figures emblématiques de l'histoire de l'humanité ont adopté l'autodidactie et se sont cultivés pour atteindre le stade d'influence qu'ils occupent aujourd'hui. Mais j'aimerais me focaliser sur un homme que nous connaissons tous, un homme sans lequel la théorie de la relativité, la constante d'Avogadro ou le mouvement brownien n'auraient jamais vu le jour. Je parle bien évidemment du grand Albert Einstein. Le nombre d'inventions et de découvertes que cet homme a faites nous mène à croire qu'il était un élève modèle, premier de sa classe. Pourtant, c'était loin d'être le cas. En effet, à l'âge de 15 ans, Albert a été renvoyé de son établissement sous prétexte qu'il était lent et désintéressé. Alors que pendant son adolescence même, Albert a appris en autodidacte le calcul différentiel et intégral. Et par suite, il adopte de plus en plus cette méthode en approfondissant ses connaissances par ses lectures de livres de référence et ses recherches personnelles, ce qui le mène à révolutionner la physique quantique et à gagner le prix Nobel de physique en 1921.
que chacun raisonne en son âme et conscience, qu'il se fasse des idées fondées sur ses propres lectures et non d'après les racontars des autres. Fin de citation. Cette observation constatée par notre fameux physicien me semble comme la meilleure façon d'illustrer son idéologie et la nôtre par rapport à la réussite. En somme, seulement croire en la chance ou être brillant académiquement ne sont pas des chemins sûrs vers la réussite. Contrairement à l'autodidaxie et l'exaltation de soi par le fait de se cultiver qui permettent à n'importe quel individu de se distinguer des autres et de triompher dans sa vie. Oui, je dis bien n'importe quel individu car le fait de se baser sur la chance ou l'excellence académique comme critère unique pour la réussite est assez discriminatoire à mon goût. Car cela signifie que seuls les chanceux ou génies peuvent réussir, alors qu'en réalité, tout le monde peut réussir. Non, tout le monde doit réussir. Ainsi, vous êtes en train d'exclure une grande majorité de cette quête vers le succès, qui est en fait un besoin humain inné en nous tous. Et comme le dit si bien Carla Bruni, être autodidacte, c'est être libre. Merci. Cher directeur, honorable jury, opposant bien le bonjour. Comme je me sens si chanceuse de débattre devant ces douces assemblées et d'exprimer mon opinion en toute sérénité. Une chance qui n'est malheureusement pas donnée à beaucoup de gens, dans un monde où seuls les plus forts ont leur droit à la parole. Je suis certaine que vous, chers auditeurs, serez un peu confus à cause des propos que vont avancer mes opposants. Mais ne vous inquiétez surtout pas. Aujourd'hui est votre jour de chance, car mes camarades et moi sommes là pour vous montrer le droit chemin, pour vous montrer la voie vers la raison. Sans absurdité, loin des absurdités, je m'excuse. Loin des aberrations et des absurdités de nos opposants. Chers camarades, mesdames et messieurs, avoir du talent, c'est bien. Travailler d'arrache-pied, c'est admirable. Mais tout cela, ce n'est rien sans un peu ou beaucoup de chance. Et le reconnaître peut faire de vous une personne encore meilleure. Bill Gates, qui ne le connaît pas, informaticien et entrepreneur. Il est ainsi dans le top 10 des hommes les plus riches au monde. Dans les années 60, ce success story se retrouvait par pur hasard, je dis bien pur hasard, dans l'un des rares lycées équipés en matériel informatique. Ou bien encore, Bryan Cranston, qui n'a pu incarner Walter White dans Breaking Bad que parce que John Cusack a refusé le rôle avant qu'il ne lui soit proposé. Alors, une question me traverse l'esprit. Auraient-ils connu le même succès s'ils avaient eu moins de chance ? Mes opposants diront oui, parce que le talent de ces deux hommes est indéniable et que la chance seule ne leur ait jamais permis de triompher dans leurs disciplines respectives. Eh bien, je vous dirais que si Bill Gates s'était inscrit dans un établissement voisin du sien, ou si Cranston ne s'était jamais vu proposer le rôle parce que Cusack l'aurait accepté, il n'en serait sans doute pas là aujourd'hui. Doit-on croire en la chance ? Eh bien, tout d'abord, j'estime que nous sommes immensément chanceux d'être nés à l'ère moderne. Car, tout au long de l'humanité, nous avons vécu au bord de la famine, des guerres et d'autres calamités humaines, dans un monde extrêmement dangereux. Et puis, nous avons la chance d'étudier dans l'établissement El Araki, qui nous procure tant d'opportunités avantageuses pour nos études supérieures. Et là, encore une fois, tout le monde n'a pas cette chance, car on peut très bien trouver dans d'autres établissements des élèves qui ont un parcours académique plutôt brillant et qui sont autodidactes. Mais le facteur qui aurait pu tout changer, eh bien, il manque. Et c'est le facteur de la chance. La chance de pouvoir étudier dans des circonstances aussi avantageuses. Tout cela nous mène alors à dire qu'il n'est plus juste question de dur labeur. Vous aurez beau faire tous les efforts du monde afin d'atteindre vos objectifs ou votre rêve. Mais tant que vous n'avez pas foi en la chance,
Tant que vous ne saisissez pas les opportunités que notre existence a à nous offrir. Croyez-moi, cher opposant, vous n'irez pas bien loin. Et pour finir, à tous ceux qui s'opposent à notre thèse, permettez-moi de vous dire que c'est peut-être le moment ou jamais de croire en sa chance. Pas dans le sens où l'on attendrait qu'un miracle nous tombe du ciel, mais en s'efforçant de repérer et de repérer les chances que notre existence a à nous offrir. Sur ce, j'ai un dernier mot à dire. Comme on l'entend tous, que la chance soit avec vous. Merci. Juste avant de commencer mon intervention, pour rebondir au dire de Motte, notre autodidacte, un beau parcours scolaire avec 1001 activités au club, sans avoir son bac, ne vaut rien aux yeux des grandes universités. Merci. Mesdames et messieurs, il y a quelque peu de temps encore, nous étions tout excités à l'idée de faire notre première intervention, notre première entrée ici et notre premier regard avec le public. Aujourd'hui, c'est avec une pure fierté et un bonheur immense que nous nous présentons en tant que finalistes des grands débats El Araki. Je tiens à remercier une dernière fois ma merveilleuse équipe sans laquelle cette épopée n'aurait pas lieu d'être. Et nous ferons de notre mieux pour vous délivrer une dernière danse digne de ce nom pour que les Sciences Maths 2 2021-2022 restent à jamais gravées dans l'histoire de cette salle. Pour réussir dans la vie, il faut briller académiquement. En laissant la deuxième partie de la phrase à ma coéquipière, je vous invite, tout comme ma camarade, à vous poser la question suivante. Qu'est-ce que la réussite? Afin de terminer moi-même le sens de ce mot, de ce terme bien évidemment relatif à tout un chacun, je suis passée par un long chemin. Mon voyage commence et en premier lieu, je tombe sur une case de personnes qui se proclament autodidactes. Je veux bien y adhérer, être conquise, mais quelque chose ne va pas. En fait, je remarque que la plupart d'entre eux essayent d'avoir le même niveau qu'un diplômé sans faire d'efforts. Ils essayent d'égaliser le niveau d'une personne brillante qui travaille dur, qui réussit sans se fatiguer. En simples mots, ils essayent d'avoir plus en faisant moins. Mais mon cœur a ses raisons que ma raison ignore, et en le suivant, je découvre que ce n'est pas cela la réussite. La réussite se restreindrait-elle à une réussite matérielle? La réussite chercherait-elle simplement à gagner plus qu'un diplômé? Je décide d'abandonner cette piste et je prends une autre direction. Sur ma route, un grand panneau s'affiche devant moi. Une poignée de chance vaut mieux qu'un sac plein de sagesse. Je suis tout de suite tentée et attirée par cette nouvelle hypothèse. Je décide donc de tenter ma chance, peut-être est-ce en se basant sur ce principe que je vais réussir dans ma vie. Le monde utopique que je m'imaginais était bien loin de la réalité. Je découvre des personnes endettées, ruinées, addictes aux jeux de hasard et de société. Peut-être que ces personnes ne sont probablement pas chanceuses. Je me lance moi-même dans une partie de poker et je me rends compte que la chance sourit à ceux qui ne comptent pas sur elle. Cette fois-ci, c'est ma raison qui m'accuse de mon ignorance. Où sont partis les critères d'une réussite digne de ce nom? Depuis quand est-ce que toutes les réussites sont-elles égales? Suffit-il de se reposer sur son hasard heureux, sur sa chance pour se dire réussi dans sa vie, accompli dans son travail? Cher public, rien au monde, aucune fortune, aucune imaginable chance ou hasard n'égalera une réussite profonde, une réussite de l'esprit, de l'âme et du cœur. En dernière station, j'atterris dans un nouveau monde. Un monde où tout le monde travaille dur, tout le monde étudie sans relâche, tout le monde est à même pied d'égalité, tout le monde passe par le même train qu'est l'école. Les distinctions se font selon la charge de travail. Quelqu'un qui travaille plus sera plus récompensé. En fait, c'est cela la justice. Il y a réussite et réussite. Et briller académiquement nous conduit à une réussite complète. Une réussite bien plus noble qu'une simple réussite matérielle. Mesdames et messieurs, tout au long de ce débat, vous allez parcourir tout comme moi les mêmes stations et les mêmes chemins que j'ai faits. Et vous arriverez vous-même à la même conclusion que j'ai faite. On se sent mieux dans notre monde, un monde honnête et juste. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Tout d'abord, je voudrais juste dire à ma chère opposante que nous ne parlons pas de talent ici, mais plutôt de travail dur et de labeur. Et mon autre opposante qui a dit qu'elle est tombée dans un monde où tout le monde travaille dur. Ça veut juste dire qu'elle préfère l'autodidactie, bien sûr. Bref,
Pour réussir dans la vie, il faut avoir confiance en soi-même. Pour réussir dans la vie, il faut maîtriser ses priorités. Pour réussir dans la vie, il faut savoir mettre sa présence d'abord. Pour réussir dans la vie, il faut mettre le succès avant tout, par envie et par passion. Bref, pour réussir dans la vie, il faut être autodidacte, cultivé. Voici, mesdames et messieurs, les premières marches vers le portail du succès. Un portail dont la seule et unique clé se cache sous l'ombre du travail acharné. Des nuits de labeur, un dévouement sincère pour un but hors pair. Un but qui métamorphose chaque corvée, chaque besogne, chaque tâche en un simple fil vers un succès tant attendu. Alors, mesdames et messieurs, l'autodidaxie n'est qu'un mode de vie. Un mode de vie fondé sur un seul et unique principe. S'instruire pour se construire et construire une nouvelle société. Et toute une société, mesdames et messieurs, ne sera certainement pas bâtie sur de la superstition ou bien de la chance. Il faudra retrousser ses manches, creuser, se vendre corps et âme pour simplement intégrer la course vers le succès. Je redis bien intégrer. Je redis bien intégrer puisque il faut juste intégrer tout d'abord pour continuer dans cette course. Alors, laissez-moi vous dire une petite chose pour prouver mon dire. Quelque chose dite par l'icône du succès, ou bien de la réussite. Vous ne gagnerez pas 60 000 $ dès votre sortie de l'école. Vous ne serez pas vice-président avec smartphone et voiture de fonction. Chaque privilège sera mérité et gagné. Bill Gates. Avez-vous besoin de plus de preuves, mesdames et messieurs, pour vous convaincre que la vie n'est pas découpée en semestres, que l'été n'est pas une période de repos et que très peu d'employeurs seront à votre disposition pour vous aider à augmenter votre estime? Non, ceci est votre responsabilité. Une responsabilité qui ne sera certainement pas transmise par l'expertise d'autrui. Car l'expertise n'est qu'une petite forme codifiée du savoir et non pas une connaissance. Et ce qui caractérise l'autodidacte principalement, c'est la passion qui l'anime, l'envie de savoir coûte que coûte. Mais que puis-je dire? Lorsque même l'idée d'avoir une personne qui veut elle-même construire son futur et son parcours est une fiction sociale lourde à accepter. Alors, pour vous aider à digérer cette idée, voyageons tous ensemble vers un monde de la formation qui doute de la qualité de son essence et du contenu à diffuser. Alors, de plus en plus de voix s'élèvent pour dire qu'il serait temps de laisser l'individu se débrouiller lui-même, s'enseigner lui-même, être autodidacte. Voici ce qui doit se faire dans notre société. Être autodidacte. Alors, notre société maintenant a besoin de plus de personnalités. Des personnalités capables de largement compenser le désavantage apparent de cette dernière. Notre réalité s'est lassée. C'est lassée des connaissances inculquées et du savoir enseigné. Elle a besoin de curiosité insatiable, une énorme somme de travail et une créativité débordante. Car laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs, lorsqu'on devient autodidacte, on ne refait pas l'histoire, mais on crée notre propre histoire. Cher auditoire, monsieur le directeur, honorable jury, camarades et opposants, bonjour. Pour vous démontrer que la chance joue un rôle prépondérant dans le succès d'un individu, je vais tout simplement vous citer un exemple qui répond également aux questions suivantes. Qu'est-ce qui explique que certaines personnes aient du succès dans la vie? Ont-elles travaillé plus fort que les autres ou ont-elles simplement été chanceux? Je vous donne l'exemple de Michael Lewis. Michael Lewis est devenu un écrivain à succès grâce à son livre Liar's Poker. Un soir, il fut invité à un souper où il était assis à côté de la femme d'un dirigeant de l'une des plus grosses firmes de Wall Street. Elle a tellement apprécié sa compagnie qu'elle a pu convaincre son mari de lui procurer un emploi, qui allait lui donner par la suite la perspective nécessaire pour écrire son livre qui allait lancer sa carrière d'écrivain. Ne croyez pas que Lewis n'a pas fait d'efforts pour réussir.
La rédaction de son livre lui a tout de même demandé des centaines d'heures de travail pénible, sans la certitude qu'il en tirera un seul dollar de profit. Plus on fait d'efforts, plus la chance semble nous sourire. C'est comme si elle nous poursuivait. Plusieurs individus autour de moi qui ont très bien réussi dans la vie considèrent avoir été chanceux à plusieurs reprises quant à certains événements positifs de leur vie qui leur sont arrivés et des erreurs dont les conséquences auraient pu être catastrophiques. Certaines personnes sont aussi très talentueuses. Ils ont bénéficié d'importants coups de pouce de la chance, mais qui n'ont pas réussi parce qu'ils n'ont pas fait les efforts et les sacrifices nécessaires. On connaît tous des cas particuliers qui avaient tout pour réussir, même l'ardeur du travail, mais qui n'ont pas réussi et qui ont échoué parce qu'ils ont préféré prendre les raccourcis. Moi-même, je peux témoigner de mon expérience personnelle que plusieurs virages positifs de ma vie ont été résultés de la chance. Oui, j'ai eu de la chance d'être bien accompagné par mes parents et par le responsable d'orientation de notre établissement qui m'ont aidé dans mes choix, qui m'ont ouvert les yeux sur les opportunités qu'offre l'option Bac Économie. Et je suis convaincu qu'avec le talent et les efforts, et bien sûr avec beaucoup de chance, on pourra sans doute réussir dans la vie. Merci. Alors, apparemment, d'après nos opposantes, pour briller académiquement, il ne faut pas travailler dur. Pure contradiction, étant donné tous les efforts que nous fournissons pour avoir notre bac. Passons. Mesdames et messieurs, c'est avec un petit pincement au cœur que je me tiens devant vous aujourd'hui, à l'occasion de cette finale de la 14e édition des Grands Débats El Araki. En premier lieu, j'aimerais enchaîner sur les propos de ma chère camarade Safia, en approfondissant à mon tour la seconde partie de cette citation, évoquant l'importance de la brillance académique comme étant la clé de la réussite dans notre monde actuel. Avant toute chose, il faut savoir que l'éducation est un investissement rentable, étant donné qu'en moyenne, une année d'études supplémentaires augmente les revenus d'une personne de 10% par an. Il n'existe pas d'autre investissement aussi rentable. Et d'ailleurs, Platon connaissait déjà l'importance du savoir et de l'apprentissage dès l'Antiquité. Il affirmait qu'un homme qui néglige l'éducation est un homme qui traverse la vie d'un pas chancelant. Ignorer l'académie et ne pas déployer d'efforts pour devenir brillant tout en espérant réussir dans la vie est simplement absurde. En fait, l'excellence académique mène non seulement à la réussite individuelle, mais aussi à celle des nations. Et c'est pour mieux vous expliquer cette idée que j'aimerais vous parler de l'économiste américain Gary Becker, qui a placé l'humain au cœur de l'économie et a insisté sur le rôle de l'investissement dans le capital humain, en particulier l'éducation. En d'autres termes, un pays qui regorge de ressources humaines hautement qualifiées est forcément un pays développé qui connaît un grand succès à l'échelle internationale. Si l'on s'en tient aux chiffres, et notamment aux statistiques de l'Institut national de la statistique et de l'étude économique, 8,6% des femmes et 13% des hommes ont créé leur entreprise alors qu'ils n'avaient aucun diplôme en poche. Du côté des diplômés, 51% des femmes et 40% des hommes sont d'abord passés par des études supérieures qui leur ont permis d'obtenir le sésame avant de créer leur propre entreprise. Il est donc tout à fait compréhensible que l'obtention d'un diplôme pour la grande majorité soit mise en parallèle avec la réussite professionnelle. Une équation simple et logique qui tient debout. Très chers opposants, dites-moi sincèrement, que faisons-nous ici? Quel est l'objectif que nous avons tous à l'école? Et quel serait notre plus grand accomplissement, nos terminales, à la fin de cette année? Oui, j'ai bien entendu votre petite voix intérieure répondre en chœur à mes questions. Avoir son bac avec, si possible, une très bonne mention. Mais pourquoi alors tant de labeur, tant de travail, si au final on réussit mieux dans la vie en étant simplement autodidacte? Peut-être parce qu'aujourd'hui, le taux de chômage des non-diplômés est 2,7 fois, presque triplement plus élevé que celui des titulaires d'un diplôme de niveau Bac plus 2. Aujourd'hui, on compte 5% de chômeurs parmi les Bac plus 2, contre 14,4% chez les non-diplômés. Pour réussir dans la vie, il faut être cultivé et autodidacte. Voici la position que défendent nos très chères opposantes.
Ce qu'ils ignorent cependant est que l'autonomie ainsi que la culture peuvent être acquises à travers la brillance académique. Un élève brillant, au vrai sens du terme, est un individu responsable et autonome qui sait travailler seul, mais aussi quelqu'un de curieux et cultivé qui aspire à devenir meilleur. On peut donc conclure que notre position, contrairement à la vôtre, est bien plus complète, étant donné qu'elle inclut tout ce qu'il faut pour réussir. Autrement dit, un élève brillant académiquement se voit automatiquement acquérir l'autonomie et la culture à travers son cursus scolaire. Un cursus qui, vous vous en doutez, n'a pas été élaboré au hasard et a été conçu pour cerner tous les aspects nécessaires au façonnement d'un bon citoyen, d'une bonne personne, à qui sont promises de belles perspectives d'avenir. Merci. Donc tout d'abord, pour vous répondre, cher économiste, déclarer que la chance, c'est un concept qui, par définition, réfère au hasard, à la probabilité, l'éventualité et le chemin idéal afin d'atteindre la réussite. Je trouve ça totalement absurde. La réussite n'est pas question d'une devinette ou un jeu de loto pour dire qu'il faudra de la chance. Et Dieu merci, on a une tête relativement bien faite. Du coup, ne serait-ce pas plus idéal d'en faire usage pour tracer ce chemin? Ne serait-ce pas plus logique? Et là, je tiens à utiliser vos mots, de croire juste en soi-même que de croire juste en la chance. Bref. Qui, présent ici, ne souhaiterait pas apprendre par magie ou sorcellerie à enfermer ses failles et ses échecs dans un flacon, distiller l'essence de la gloire et la grandeur, ou encore mettre en bouteille le succès et la réussite? Je ne prétendrai point connaître les secrets du monde, comme je ne prétends pas l'expertise dans la magie ni la sorcellerie. Mais pourtant, je me permets de se tenir devant vous aujourd'hui et déclarer haut et fort que nous, la première année Sciences Maths 3, avons réussi à dévoiler le secret de la réussite dans la vie et nous avons souhaité le partager avec vous. Peut-être pas dans la forme d'une potion magique, dans un flacon, ni d'un guide regroupant les 10 étapes qu'il faut suivre pour réussir sa vie. Mais plutôt, nous espérons que nos humbles mots ont réussi, et si ce n'est pas le cas encore, réussiront à chasser l'obscurité de l'ignorance de vos esprits. Bref. Avant de m'emporter encore loin, bonjour mesdames et messieurs. L'essence de la vie prohibe à cette dernière le pardon. Or, cruelle et harde qu'elle soit, si l'on parvient à gérer ces vicissitudes, on finit par se forger une identité. Une identité qui nous permettra de se distinguer de la foule. Une identité qui nous offrira la clé à la porte de la réussite. La réussite. 8 lettres, 3 syllabes, un mot. Un mot, mais la langue me trahit toujours. Mes mots qui furent mes accompagnants, même mes armes durant ces débats, semblent figés. À limite pétrifiés devant ce terme, contraints face à sa complexité, et comme l'a déjà cité ma camarade Fatem Zahra, sa subjectivité. Mais la chose qui demeure certaine, c'est que les ingrédients nécessaires dans notre définition de la réussite ne peuvent aucunement se limiter à un mélange fait de quelques connaissances sur le calcul mathématique, des propriétés, des théorèmes, des relations, réactions chimiques, transformations physiques, de la conjugaison par-ci, de la grammaire par-là, et hop, on comprime le tout dans des examens injustes et inadéquats. La culture et le savoir ne peuvent aucunement être mesurés, surtout pas par des questions limitées par une enveloppe horaire et un système éducatif qui n'a pour but que de façonner les élèves en produits suivant des critères bien déterminés. La culture réside au-delà de ce dont nos chers opposants paraissent autant convaincus. Elle réside au-delà parce qu'en fait, la culture s'exprime dans notre manière de se porter, de s'entretenir avec l'autre, la façon et l'attitude qu'on adopte envers la vie, la façon qu'on choisit pour jouir des délices qu'elle nous offre et celle qu'on choisit pour surmonter les difficultés qu'elle nous présente. Et se concrétise dans notre vision de l'avenir. Un avenir prospère où l'on serait rien d'autre qu'une meilleure version de nous-mêmes. Alors cultivez-vous, mesdames et messieurs, et n'attendez plus personne, instruisez-vous vous-même, larguez ces chaînes de dépendance qui vous tiennent et savourez l'essence de l'autodidactie. Et là, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse et donner un simple exemple afin de témoigner de l'efficacité de ce concept. Ça nous arrive parfois de se questionner par rapport à un tel ou tel sujet. On prend alors l'initiative de chercher sur Google ou dans un livre. Et l'information qu'on a acquise durant cette recherche, notre recherche, ne restera, si ce n'est à jamais, beaucoup plus longtemps gravée que l'amas de connaissances qu'on nous impose d'apprendre et que nous assimilons de manière machinale et robotique. Bref, fin d'exemplification. Voyez, mesdames et messieurs, des suiveurs, il y en a partout. Le monde n'en a plus besoin. Des diplômes, on peut tous en avoir. Mais une idée, une vision, un objectif bien fondé, c'est ça qui sera notre biais d'accès au terrain de la réussite. Et un objectif bien fondé ne peut certainement fleurir que dans une tête qui s'apprête toujours à se lancer vers des horizons inconnus du savoir. Une tête qui marie entre cette soif de la culture
et un esprit autodidacte fondé sur l'initiative, et non pas une qui se limite toujours à des croyances en la chance, la probabilité et l'éventualité, ou une autre adepte d'une mentalité obscurantiste qui dénigre tout effort, hormis ce qui est académique. Bref, tout cela dit, tout cela fait, on pourrait enfin fermer les yeux et jouir du tableau de notre réussite qui fera le chef-d'œuvre du canevas noir de nos paupières closes. Merci. Alors déjà, pour vous répondre, mademoiselle Mat, Elon Musk n'est en aucun cas un cas autodidacte. Loin de là, il a eu son bac en économie et en physique nucléaire. Quant à Mark Zuckerberg, il était à Harvard quand il a créé Facebook. Où est-ce qu'ils ont été autodidactes? Et puis, à vous entendre, mademoiselle Bendani, quelqu'un qui travaille plus va réussir plus. Vous croyez que c'est le monde des bisounours ou quoi? Je me demande qui de nous vit dans l'utopie. Mesdames, Messieurs, bouche bée. Je reste bouche bée devant l'ingratitude de nos opposants. Chers camarades, comment pouvez-vous avoir l'audace et le culot de... Et le culot de nier la chance que vous avez aujourd'hui et vous tenir ici sur cette scène et dire que vous n'avez pas de chance. Honorable jury, monsieur le directeur, chère audience, nous sommes tous égaux devant la chance. Sauf que, comme nous aurait dit Coluche, certains sont plus égaux que d'autres. L'enfant qui est né hier soir à 19h45 dans une clinique à Versailles a déjà plus de chance pour sa vie à venir que celui qui est né ce matin à 6h30 dans le bidonville de Bamako. Entre les générités, le milieu de notre naissance, c'est la loterie de la vie. Nous sommes une carte à jeu de plus, d'un jeu initié par d'autres, et chacun va la jouer selon la main qu'il a héritée. Chers camarades opposants, je vous parle à vous aussi, ne vous cachez pas, vous faites preuve d'une immense naïveté. Ayez les pieds sur terre, voyez le monde comme il est, enlevez vos lunettes teintées de rose, car la vie ne l'est pas. Autant de bons que de mauvais, autant d'obscurité que de clarté, autant de violence que de paix, autant de rudesse que de douceur. Qui sèmera les graines les récoltera peut-être. Qui travaillera dur réussira peut-être. Ce peut-être, c'est la chance. Ne voyez-vous pas que tout tourne autour de la chance? Pour s'écarter de l'hypothétique, votre domaine de prédilection, j'ai l'impression, permettez-moi de retracer la vie d'un homme que j'admire. Un génie oublié, un homme qui a révolutionné notre monde. La tragique histoire de Nikola Tesla. Nicolas était un homme surdoué. Il est dit qu'il étudiait de 3h du matin à 11h du soir tous les jours, à tel point que ses professeurs craignaient même qu'il meure d'épuisement. Distinction académique. Après son premier job pour la société d'électricité de Thomas Edison, en tant que simple technicien, son manager a remarqué son talent exceptionnel et lui a fait faire des tâches beaucoup plus difficiles. Il a appris beaucoup de choses, tout seul, sans aide. Il a appris 8 langues, sans aide. Il a résolu des problèmes colossaux, sans aide. Autodidacte et cultivé. Il avait un palmarès, tenez-vous bien, de plus de 300 inventions et brevets déposés. Et puis pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Il avait aussi la capacité naturelle à concevoir ses inventions dans sa tête, avec un tel niveau de détail qu'il n'a jamais eu à les dessiner. Pas une seule fois, aucune exception, dans toute sa carrière. La radio, l'hydroélectricité, les moteurs utilisés dans les voitures électriques, ces projecteurs, ce micro fonctionnent tous, au moins partiellement grâce au courant alternatif et autres innovations qu'il a créées. Un grand homme, un très grand homme. Eh bien, cet homme, aussi grand, aussi doué soit-il, est mort seul, pauvre, sans famille, au fond d'une vieille chambre d'hôtel à New York. Mais
Je ne comprends pas, chers opposants, pourtant il avait tout pour réussir. Distinction académique, autodidacte, cultivé, il était même doté de ce qu'on peut qualifier de super pouvoir. Chers opposants, vous vous en doutez, la seule chose que je n'ai pas citée est la seule chose qui lui manquait. La chance. La chance d'avoir des opportunités, la chance de ne pas passer inaperçu. Disons-le, la chance de ne pas avoir de malchance. Et qui a profité de cette malchance? Vous le connaissez tous, Thomas Edison. Thomas Edison, le grand self-made man, le grand autodidacte, qui en vérité ne doit sa réussite en grande partie qu'à ses coups bas, son manque d'intégrité et à sa chance. Une dernière question, chers opposants. Dites-moi, si vous ne croyez pas en la chance, cela implique que vous ne croyez pas aux opportunités. Et si vous ne croyez pas aux opportunités, comment pouvez-vous tout simplement penser réussir un jour? Merci. Alors, pour répondre à ta question, Monsieur Reda, ces opportunités, si on n'était pas brillant académiquement, c'est nous qui créons ces opportunités. Et dire que nous avons la chance d'appartenir à cet établissement, est-ce que vous oubliez que plusieurs personnes vivent dans des conditions très défavorables, mais finissent toujours par réussir et appartenir à les établissements, à les universités de leurs rêves? Quant à vous, mademoiselle Soumeya, une vraie identité se forme dans une société, dans une petite société comme l'école, et non en étant isolé, loin de toute compétence socio-émotionnelle. Vivre l'école. J'ai toujours été intrigué par cette phrase si courte mais si expressive qu'on a tous entendu de la part de monsieur le directeur à chaque réunion. Et ce qui m'a encore plus intrigué, c'est qu'il a toujours associé cette phrase à la réussite. J'ai donc vite saisi que vivre l'école ne veut pas seulement dire comprendre ses leçons ou avoir de bonnes notes. Ça part au-delà de l'information. C'est tout le savoir-faire qu'on acquiert pendant l'apprentissage et l'assimilation. C'est l'ensemble des soft skills dont on a besoin pour réussir, inculqués dans chaque matière enseignée, ainsi que les clubs de l'établissement. L'esprit analytique, la mémorisation, les langues, la culture, mais surtout le leadership, la démocratie, la communication, la créativité et la coopération qui ne peuvent être exercées que, et je dis bien que, dans un environnement académique, structuré par des centaines de professionnels afin d'assurer un apprentissage correct et sans faute. Je m'adresse à vous, chers partisans de l'autonomie. Pensez-vous vraiment que tous ces soft skills primordiaux peuvent être acquis seulement par l'autonomie, loin de toute supervision ou l'environnement académique? Pensez-vous vraiment que la qualité de formation serait comparable à celle d'un programme élaboré par de grands professionnels? Que vos sources de documentation seraient aussi fiables que celles proposées par le département? Quant à vous, chers partisans de la chance, comment pouvez-vous défendre une position si illusoire, si loin d'être concrète ou prouvée scientifiquement? Un mythe auquel croit un grand nombre de personnes en échec. Persuadés que la réussite viendra par la chance, sans fournir le moindre effort. Sans oublier votre infidélité à votre position, vous qui dites que nous sommes ingrats, votre infidélité en préparant vos interventions pour réussir ce débat, bien sûr, sans compter sur votre fameuse chance. Qui dit réussite, dit reconnaissance. Ce qui rend la brillance académique le seul chemin convenable pour réussir, contrairement à la chance et l'autonomie. Si tu n'as pas le bac ou un diplôme dans un certain domaine, ne viens pas me critiquer, me conseiller, me remettre en question sous prétexte que tu t'autoproclames autodidacte ou chanceux ou cultivé. Tu n'as pas la légitimité de le faire, ni aucune attestation de réussite. Si on tolère que tout le monde puisse tout remettre en question,
ce qui est le cas sur les réseaux sociaux où on peut s'auto-informer sur n'importe quoi. Nous vivrons dans l'ignorance. On le voit déjà avec ces influenceurs qui s'autoproclament professionnels sans aucune attestation. Et c'est là où on voit la différence entre nous, chers opposants. Vous défendez les influenceurs, les paresseux, les arnaqueurs, les menteurs, les déscolarisés. Et nous défendons les prodiges académiques, les porteurs de diplômes, cette trace concrète de votre sueur, preuve de vos compétences aussi académiques que socio-émotionnelles, qui vous garantira succès et réussite. Savoir-faire, savoir-être et savoir devenir bien fondé. Mais qui surtout donnera de la valeur à votre personne et votre opinion. Quand vous postulez pour les universités prestigieuses, c'est vos portfolios et vos relevés de notes qui feront votre réussite. Alors vous qui sanctionnez l'éducation structurée, encourageant du savoir-faire démuni de toute connaissance certifiée, professionnels autoproclamés, non diplômés, vous qui croisez les bras en attendant la chance tombée du ciel sans la moindre goutte de sueur, vous n'aurez jamais le même niveau intellectuel qu'un brillant académique. Vous n'arriverez jamais à faire le poids devant eux. Et vous ne serez jamais légitime ni pris au sérieux par la société. Car la réussite vient par la persévérance supervisée. C'était un énorme plaisir de participer à cette finale avec vous, chers opposants, et avec vous, chers coéquipiers. Merci beaucoup. Avant de débuter mon intervention, j'aimerais bien vouloir répondre aux partisans de la chance. Cher opposant, voudrais-tu bien vouloir cesser de clamer que c'est la chance qui t'a permis d'être au sein de cet établissement de renommée, alors que la cause principale de ce privilège est l'effort ardu de tes parents? N'oubliez surtout pas que la gratitude et la reconnaissance est une vertu avant tout. Bon. Il existe seulement cette couleur. Et regardez cette harmonie de couleurs autour de nous. Il existe seulement cette note de musique. Et regardez ce que Beethoven a pu en composer de mirifiques symphonies qui n'ont cessé de nous plaire. Il existe seulement 10 chiffres. Et regardez ce que Thalès a réussi à faire avec ces 10 chiffres. Mesdames et messieurs, bien le bonjour. Chers opposants, j'aimerais vous poser une question qui n'a point cessé de me perturber l'esprit lors de mes recherches. Celle-ci est comme suit. Croyez-vous vraiment que tous ces faits qui puissent paraître miraculeux sont arrivés par pure coïncidence ou par excellence académique? Bon, j'en doute fort. Pour concrétiser tous ces dires, présentons le fameux cas de Thomas Edison. Par ailleurs, nous pouvons constater que le parcours de cet échec scolaire est fortement similaire à celui d'Albert Einstein qu'a brillamment analysé ma camarade auparavant. Ainsi, ces deux légendes historiques dans l'univers de la science ont complété leur formation de base en parfaits autodidactes, tout en refusant de laisser les paroles avilissantes de leurs entourages respectifs déterminer leur destin ou de croire que la chance leur ferait faveur un jour. Croyez-vous vraiment que c'est grâce à leur excellence académique qu'ils ont pu surprendre le monde avec leurs inventions ingénieuses? Car en effet, sans ces dernières, serait-il plausible de débattre aujourd'hui dans ces circonstances assez propices, dirais-je, voire même imaginer la simple vie quotidienne? Chers opposants, avec tout le respect que je vous dois, je vois en vos positions une pure hypocrisie et ingratitude. Comment osez-vous dégrader les efforts autodidactes de ces hommes au rang de la chance ou de la brillance académique? Suivant le sens de la logique, élèves scientifiques et rationnels que nous sommes, devrions refuser de croire en cette chance, bras croisés, sans chercher à nous instruire jour après jour. Cette chance tant louée de votre part peut être la dernière issue d'un humain qui a déjà tout essayé dans sa vie pour réussir, mais en vain. Or, nous sommes hommes et femmes de demain. Si nous restions figés à nos places sans tenter de nous cultiver au fil du temps, qui prendrait le relais pour tirer cette communauté vers le haut et clamer la réussite par la suite? Vous
Je ne pense point. En philosophie, toute réponse débute d'abord par une question ou un doute. Et qui suis-je en fin de compte pour contredire cette théorie? C'est dans ce cadre-là que je vous prie, mesdames et messieurs, de me laisser répéter la question de nos chers opposants. Faut-il réellement croire en la chance? Certains osent réclamer qu'il faut de la chance pour réussir, que certains d'entre nous collectionnent les bonnes rencontres, les bons projets et les bonnes opportunités. Je dis bien opportunités et non pas chance, parce qu'ils sont chanceux, et que tout cela n'est que le pur fruit du hasard. Malgré nos différences concernant nos points de vue et convictions, je suis sûre et certaine que vous et moi, chers opposants, sommes ravis et flattés d'être finalistes, n'est-ce pas? Ce sentiment de joie qui nous réchauffe le cœur et cette sensation d'adrénaline qui tantôt nous stresse et tantôt nous motive. Bref, vous l'auriez sûrement compris. Chers opposants, si vous clamez que vous êtes là maintenant finalistes parce que la chance a été de votre côté lors des sélections, mes camarades et moi refusons ce propos radicalement. Nous refusons d'accréditer le fait que nous nous portons là aujourd'hui devant cette belle assemblée suite au fruit du hasard. Car au contraire, si nous sommes là en train de défendre la cause qui nous semble le plus juste, c'est grâce aux nuits blanches que nous avions passées à nous cultiver. C'est aussi grâce à notre autodidactisme. Encore une fois, la culture, ce n'est pas juste le fait de lire tous les livres de Foucault, de Descartes ou même de Nietzsche. C'est bien plus que ça. La culture, c'est la curiosité. Plus on se cultive, plus on se donne les moyens de découvrir des réalités, de comprendre des réalités sur le monde et sur nous-mêmes par la suite. Cela d'une part. D'autre part, nous vivons à l'époque d'Internet, ce qui insinue que notre accès à l'information est illimité. C'est fini l'époque où la seule façon de se cultiver était de partir à la bibliothèque, lampe à pétrole à la main. Par conséquent, l'excuse de croire en la chance pouvait être valable autrefois, et non pas de nos jours. Il est grand temps que la jeunesse contemporaine saisisse cette opportunité d'or représentée à elle, celle de l'information. Car comme on a l'habitude d'entendre, celui qui détient l'information détient le pouvoir. Celui qui l'entretient détient le monde. Et n'est-ce pas ça, en fin de compte, la réussite absolue? Merci. Chers opposants, vous trouvez que notre thèse manque de légitimité, n'est-ce pas? Alors, comment se fait-il que Ralph Lauren, Richard Branson, Bill Gates, Steve Jobs, qui n'ont obtenu aucun diplôme, sont à la tête des plus grandes entreprises au monde? Avez-vous une réponse à cela? Je ne pense pas. Et vous, mes chères demoiselles, n'en parlons même pas. Vous trouvez que être autodidacte et cultivé est le lot parfait pour réussir. Alors, comment se fait-il que des milliers de personnes ayant ces qualifications n'ont pas pu voir le jour? Je pense juste qu'ils n'ont pas eu assez de chance, n'est-ce pas? Bon. Chère audience, Audentes, Fortuna, Iuat signifie la chance sourit audacieux. Vous êtes-vous déjà demandé quelle était la clé du succès? La recette du retentissement. La voie express vers la réussite. De l'intelligence, de l'ambition, du charisme, ou peut-être un parcours académique plutôt impressionnant. Je ne pense pas. Pour moi, il faudrait avoir un peu d'optimisme, une pincée de détermination, un chouïa d'humour si vous voulez. On marie le tout et on obtient le plat principal, la réussite. Mais nous avons oublié quelque chose. Ah oui, veuillez m'excuser, j'avais la tête ailleurs. Le plateau sur lequel nous allons présenter notre chef-d'œuvre. Nul que la chance. En fait, la vie se résume à une partie de poker ou de blackjack. Il est impossible de toujours gagner sans l'apport d'un peu de chance. On dit que la chance, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais ce que vous allez faire avec ce qui va vous arriver. Ne dit-on pas que la chance sourit audacieux? Oui, à ceux qui agissent et qui osent braver les convenances et qui dépassent leurs limites. Autrement dit, nous sommes tous potentiellement chanceux, mais
Rares sont ceux qui parviennent à saisir leur chance, comme s'il s'agissait d'un être invisible toujours à nos côtés. Oui, un guide éthéré dont nous soupçonnons même pas l'existence, comme nos chers opposants qui sont aveuglés par leur orgueil. Plus vous tentez et plus vous accroissez vos chances d'obtenir ce que vous désirez. Une chance en amène une autre. C'est donc assez simple à comprendre. Si vous ne passez jamais à l'action, si vous n'osez jamais, il ne se passera pas grand-chose. Rappelez-vous, même pour gagner à la loterie, il faut d'abord acheter un billet. Enfin, revenons à notre cours de latin. Comme je l'ai cité tout à l'heure, Audentes, Fortuna, Iuat, la chance aux audacieux. Et si vous donnez une chance à la chance, alors elle devient une nécessité, n'est-ce pas? Comme l'a si bien dit André Régnier. Et conseil d'amis, chère audience, si vous voulez être chanceux dans votre vie, commencez d'abord à croire en la chance, car cette dernière ne sourit qu'aux esprits bien préparés. Attendre sa chance est vain. La tenter ne suffit pas. Il faut la forcer, la provoquer, l'exhorter, quitte à la harceler. Jules César, le grand conquérant, lui l'avait très bien compris en disant, je cite, « Je poursuivrai ma chance jusqu'au fond de l'eau. » Et, petite chose, chers opposants, si vous êtes nés avec une cuillère en argent dans la bouche, ne croyez surtout pas que tout le monde a eu la même chance que vous, car ce n'est pas le cas. Merci. Briller académiquement ne veut pas dire être riche. Ensuite, pour les dires de mademoiselle Soumeya, pourquoi tant de négativité dans votre perception de la vie? Briller académiquement, et nous l'avons déjà cité, regroupe une réussite. La réussite des autodidactes et notre réussite à nous. Ensuite, pour monsieur Qabil Haq, je reviens sur ta phrase, si on fait plus d'efforts, on a plus de chances de réussir. Je t'en veux pas pour cette erreur, mais ce n'est pas une question de chance, c'est une question de probabilité. On diminue cette probabilité de perdre. Voilà. Ensuite, tu as mentionné, monsieur Adib, notre célèbre Tesla qui est le malchanceux est mort. À tes yeux, il n'a pas réussi, mais je pense que si tu le mentionnes maintenant, c'est qu'au contraire, il a réussi. Merci. Mesdames et messieurs, les temps ont changé. Notre société a changé. Nous nous imposons par nos connaissances, nos compétences, mais surtout notre savoir-faire qui a dû être reconnu. Aujourd'hui, sans bac, pouvons-nous candidater pour l'école de nos rêves? Une école au Qatar, une école canadienne, américaine, ou plus terre-à-terre, une école marocaine? Pouvons-nous, sans avoir de diplôme, vouloir enseigner Pouvons-nous, sans avoir de diplôme, vouloir enseigner une matière qui requiert une certaine maîtrise, comme les maths, les sciences ou la physique? Pouvons-nous, sans être passés par des études de médecine et les avoir validées, devenir médecins, soigner des malades, entamer une chirurgie où le patient risque de mourir si une manipulation est mal faite? Pouvons-nous avoir accès aux laboratoires de recherche et prétendre être scientifiques, trouver des remèdes, fabriquer des vaccins, faire des expériences sur des êtres vivants? Pouvons-nous, en étant simplement autodidactes, être le premier choix d'une processus alors que le deuxième candidat bénéficie d'un diplôme de haute valeur? Je ne parle pas de leur connaissance et je ne parle même pas de leur savoir. Je ne cherche même pas à connaître qui est le meilleur, mais qui va être choisi à la fin, cher auditoire. Moi-même, nous-mêmes, si l'on venait à savoir que, par exemple, le prof de maths n'a même pas son bac ou son diplôme, nous allons le critiquer, le juger, le refuser. Et j'en parle des parents qui feront un tas d'histoires. Quel culot, monsieur Adib? Je te retourne la question. Quel culot? Peut-être est-ce en croyant en la chance que mon rêve de devenir... peut-être est-ce en croyant en la chance? Ou peut-être que je me trompe certainement. C'est certainement en croyant en la chance que mon rêve de devenir pilote d'avion va se réaliser. C'est inévitablement en voilant une étoile filante filer que mon rêve de devenir pilote d'avion va se réaliser. C'est évidemment mon horoscope du jour qui va venir m'annoncer que je deviens génie en bien informatique. C'est décidément Mamadou Azouka, 10 heures de bonne aventure dans sa caravane archaïque avec son gris-gris magique qui fait transformer la chance en réalité, que je deviens chirurgienne avec une renommée mondiale. Dans quel conte de fées vivez-vous, chers opposants? Arrêtons-nous de nous moquer de l'humanité et prenons-la au sérieux.
Au diable, mais à quand cesserons-nous de leurrer les gens et de ne pas leur prendre le sérieux, au lieu de simplement leur dire qu'il faut travailler dur dans la vie pour réussir. Une réussite qui satisfait le petit garçon ou la petite fille que nous étions tous autrefois et qui espérait de tout cœur réussir en étant franc, honnête et digne. Il n'existe aucune recette magique qui puisse acheter la réussite. La réussite, c'est de se dire que l'on mérite ce que l'on fait en étant franc avec nous-mêmes. Merci. Vos proches ont certainement déjà remis en question votre réussite, pensant que cette dernière a vu le jour en un claquement de doigts. Vous, bien sûr, aussi humble qu'aimable, avez prétendu que cette dernière n'était pas assez difficile à réaliser, laissant cacher derrière les rideaux, bien à l'ombre, votre travail ardu. Mesdames et messieurs, c'est ce juste scénario qui mène les autres à croire que la réussite est une question de chance. Or, bien au contraire, notre réussite est le résultat de notre travail ardu et de notre persistance. Plus on travaille, plus les autres ont l'impression qu'on ait de la chance. Après une enquête auprès des personnes ayant réussi professionnellement, celles-ci ont avoué qu'il est rare que les réussites soient dues à une formule magique ou un secret quelconque. C'est dans ce cadre-là, mesdames et messieurs, que je me dois d'initier nos chers opposants à une fameuse règle, celle des 90-90-1. C'est la règle de l'entrepreneur canadien Robin Sharma, qui a réussi avec excellence sa vie et professionnelle et personnelle. Sans plus attendre, voici la fameuse règle. Pendant les 90 prochains jours, passez les 90 premières minutes de vos journées à travailler sur un unique objectif. Et oui, aussi simple qu'efficace, quoi de mieux. Bref, relatons cette règle d'or au sujet du jour. En appliquant cette règle, la personne s'instruit elle-même et cherche à se cultiver et à maîtriser son domaine d'intérêt. C'est donc un chemin sûr et garanti vers la réussite, contrairement à ce que vous suggérez. Ainsi, cette syntaxe appliquée par des milliers de gens aujourd'hui leur permet de réussir tout en atteignant leurs objectifs. N'oublions surtout pas ce qu'a dit Pythagore il y a longtemps de cela. Choisis toujours le chemin le meilleur, même s'il paraît le plus difficile. L'habitude le rendra bientôt plus agréable. Merci. Alors, pour commencer, vous avez lié les déscolarisés à des sous-humains. Monsieur Chaker, je vous parle. Vous avez lié les déscolarisés à presque des sous-humains. C'est pas très gentil déjà. Et ça me rappelle la philosophie d'un certain homme. Et Madame Tergaoui, les nuits blanches qu'on a passées à se cultiver. Je n'ai jamais rencontré un humain cultivé qui dit qu'il est cultivé. Pour être poli, je dirais que ça révèle de votre propre culture. Franchement, je vous comprends, chers opposants. Il est difficile d'avouer que vous avez eu des opportunités incroyables et que vos parents vous ont accompagné tout au long de votre parcours. Non, ça c'est trop difficile. Vous préférez vous attribuer tout le mérite, des louanges à tout votre travail fourni ou pas d'ailleurs. Travail fourni ou pas d'ailleurs. Vous estimez ça être du vrai courage? Allez dire aux enfants congolais qui sont en ce moment même sous terre en train de miner que vous n'avez pas de chance. Allez dire aux enfants de Gaza qui meurent chaque jour que vous n'avez pas de chance. Allez dire aux femmes iraniennes qui meurent sous les coups de leur mari tous les jours que vous n'avez pas de chance. Si vous avez le courage de faire ça, alors là peut-être je dirais que vous aurez assez de courage pour croire en la chance un jour. Croire. Chère audience, croire en la chance, c'est le premier pas pour attirer son regard. Je veux dire par là que pour entreprendre quelque chose dans la vie, il faut y croire. Il faut y croire avec force. Et bien sûr, y croire avec force, mais aussi s'engager sur des opportunités. Oser épouser les circonstances. Prendre des risques. Risquer de rêver grand, risquer de prendre des initiatives. Risquer de prendre le choix qui vous mènera
au haut de l'échelle, qui vous mènera vers votre réussite. Et certains d'entre vous ne vont pas faire cela. Pourquoi? Parce qu'ils auront été influencés par ces damnés de la raison. Une dernière chose, tout ne se résout pas avec des statistiques, des études. Non, non. Alors, je vous en prie, chère audience, suivez votre cœur, suivez votre bonne étoile et surtout, suivez votre chance. Merci. Avant d'entrer dans cette salle, j'aurais mis ma main à couper que vous citeriez cette poignée d'exemples. Einstein, Tesla, Bill Gates, Steve Jobs et compagnie. Et c'est justement parce qu'ils sont tellement rares que leurs noms sont si courtisés. Une personne ayant réussi dans les règles de l'art ne se fait que rarement un nom, car ce sont justement ces personnes la règle générale et vos exemples l'exception qui confirment cette même règle. Puis, dans toutes vos interventions, chers partisans de la chance, j'ai relevé que vous n'avez cessé de dire qu'on a besoin d'un peu de chance pour réussir. Je vous invite à relire votre position et à réaliser que vous êtes censé attribuer la réussite à la chance uniquement, et non à une petite pincée de cette dernière. Et Monsieur Reda, maquiller votre manque cruel d'arguments avec de l'humour peut vous gagner le public, mais pas les juges. Cher auditoire, honorable Cher auditoire, honorable jury, chers opposants, bonjour. J'aimerais tout d'abord rebondir de nouveau sur les dires de Safia, parce que oui, c'est ce qu'on fait quand on a une Safia dans l'équipe. Il est évident que chacun dans cette salle a sa propre conception de la réussite. Pour certains, celle-ci est matérielle. Pour d'autres, elle est un accomplissement spirituel ou encore un simple équilibre entre bien-être physique et santé mentale. Si vous considérez que la réussite se résume à votre bien-être personnel uniquement et après vous le déluge, eh bien, je ne peux rien vous reprocher, malgré que je trouve ça assez égoïste, car ce dont je veux vous parler aujourd'hui est plus grand que cela. Une réussite plus grande et plus signifiante, la réussite collective. En effet, pour réussir, la première chose dont on a besoin, c'est d'autrui. Et si on veut jouer sa vie sur un coup de chance ou se développer sur le plan personnel uniquement, ce sera toujours grâce à une personne qui a fait de longues études et qui a brillé académiquement. Permettez-moi de développer. Je souhaite, par exemple, passer ma vie dans un studio vu sur un lac à dessiner le quotidien des canards. Cela me semble assez difficile sans l'architecte qui a conçu ce joli foyer. Réussir pour moi rime avec parcourir le monde en van et découvrir les 7 merveilles du monde, par exemple. Eh bien, il m'est difficile de m'imaginer ce magnifique voyage sans l'équipe d'ingénieurs ayant bossé sur la conception de ce van. Pour pouvoir concevoir un semblant de réussite personnelle, on doit d'abord travailler à la réussite collective et accomplir notre devoir de citoyen. Vous l'avez cité vous-même, mademoiselle Fatim Zahra, dans votre première intervention. Tout le monde doit réussir. Et vous vous en doutez, pour faire ceci, il faut passer par la case école et exceller tout au long de cette étape. Je suis le premier à consommer et à promouvoir l'art en tout genre, mais d'un point de vue totalement objectif. Si demain on devait choisir entre, disons, chirurgien et chanteur, quelle paire serait la plus fatale à notre société? Ou bien on pourrait opter pour les chanteurs et tant pis pour les chirurgiens. On a assez de gens qui pourraient prendre la relève en ayant appris les ficelles du métier tout seuls, comme les grands, devant Grey's Anatomy ou dans des livres. Ou bien on pourrait encore les piocher au hasard et prier pour que la chance fasse que ce soit des profils qualifiés. C'est aussi simple que ça. Pour réussir soi-même, il faut réussir tous ensemble. Certes, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et pour réussir en tant que société, il faut que tout le monde se mette à la besogne. Rome ne s'est pas faite en un jour, et surtout pas par les mains d'imposteurs qui se seraient autoproclamés qualifiés pour la tâche, parce qu'ils auraient lu 2-3 bouquins. Pour récapituler, à travers l'excellence académique, on obtient un diplôme, symbole de reconnaissance publique et réelle valeur sur le marché du travail. Plus d'un tiers des jeunes actifs âgés de 15 à 29 ans, sans aucun diplôme, sont au chômage. Et je doute qu'on puisse prétendre à une quelconque forme de réussite le ventre vide. Un diplôme est le seul investissement qui se révèle, dans 100% des cas, comme l'a cité Aya, rentable à l'avenir. La popularité des artistes et des créateurs de contenu n'est qu'un buzz temporaire susceptible de s'arrêter du jour au lendemain lorsque la réussite, elle,
est censé être un concept qui dure dans le temps. Et enfin, la réussite ne peut être ancrée que dans la collectivité. Mettre en jeu son avenir, sa carrière, sa famille, son bonheur entre les mains de la chance ou d'un savoir qu'on s'est inculqué à soi-même, c'est comme tenter une frappe à 35 mètres du but. Soit par extrême chance, on arrive à la mettre et dans ce cas, on passe pour un héros qui a su contourner les standards et s'imposer miraculeusement, ou bien la balle finit dans les gradins. Et on passe pour un gros boulet et on risque sa place sur un terrain où la concurrence est impitoyable. Il faut se donner les moyens de sa réussite. Je vous invite tous à consacrer une brève réflexion à ces propos et vous remercie pour votre écoute attentive tout au long de ce débat. Merci.